Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des mercredis de l'espoir. Alors, donc j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas atteint par le virus qui rôde, paraît-il. Donc, au programme ce soir. Gouvernement et circuit législatif. Donc c'est le 4e épisode de la présentation de ce que une perspective de la 6e République propose comme constitution. Donc avec le thème de ce soir qui est de présenter, donc nous avons présenté le département, la commune, l'articulation entre la commune et le département, l'Assemblée nationale également. Et donc aujourd'hui nous poursuivons avec ce 4e épisode qui est le gouvernement et le circuit législatif. Voilà. Donc avant ça, un petit rappel, j'ai envie de dire, même si pour l'instant c'est toujours pas sorti, effectivement, juste une petite vérification technique. Émergence, donc le manifeste, le livre fondateur qui va être édité très très prochainement, dans le courant du mois de septembre, donc avec toute une campagne de lancement, évidemment dans les prochaines semaines et j'espère dans les prochains jours. Donc c'est un manifeste, hein, c'est vraiment donc un ouvrage court destiné à un large public pour expliquer la démarche d'une perspective, la 6e République, vraiment au plus grand nombre, à nos concitoyens, pour qu'ils s'investissent dans cette distribution, une distribution qui est destinée à être virale, hein, c'est-à-dire de mettre à contribution justement les gens qui pensent que l'on va vers la barbarie, qui pensent qu'il est urgent d'agir pour donner un avenir à nos enfants, pour éviter de sombrer dans la barbarie qui se profile de plus en plus, et qui croient bien justement, et c'est ce qu'explique aussi ce premier volet du manifeste, c'est qu'un espoir est possible, et qu'un espoir n'est possible que si on répond à la hauteur, c'est-à-dire si on répond au niveau d'un changement civilisationnel, puisque la civilisation judéo-chrétienne, qui s'est répandue d'une manière directe ou indirecte dans le monde entier, est actuellement agonisante, et que si on ne répond pas à ce niveau-là, eh bien, ce ne sera pas possible de s'en sortir, et nous sombrerons dans la barbarie, tant les problèmes qui sont devant nous, qui sont face à la France, mais face aussi au monde, sont importants. Donc voilà pour cette première, je dirais, partie sur ces mercredis d'espoir. Je vais mettre un petit peu plus au milieu, voilà. Puisque le thème, donc là vous allez être sollicité, bon, il va y avoir une campagne de lancement, etc. Voilà, c'est sous presse, c'est en préparation. J'espère que vous serez nombreux, parce que là, il est encore temps de faire quelque chose. On est à 1 an et demi de la présidentielle maintenant. Si on veut faire quelque chose pour donner un effet de levier vraiment important, c'est maintenant qu'il faut s'engager. Dans 1 an, les dés seront déjà en train de rouler. Ça sera impossible, quasiment, de renverser la vapeur pour qu'un candidat du peuple, issu du peuple, et représentant le peuple, puisse se présenter. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut s'engager, et ce manifeste est justement prévu pour ça. Mais j'y reviendrai on y reviendra de façon très souvent dans les prochains mercredis de l'espoir, et d'une manière générale dans toutes les émissions et sur tous les supports d'une perspective de la 6e République. Alors, le thème du jour, c'est donc le gouvernement et circuit législatif. Donc
La question, en définitive, c'est comment est-ce qu'on dirige le pays au quotidien, comment est-ce qu'on le gouverne, hein, puisque c'est ça, être un gouvernement. Et donc c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi du gouvernement et de nos élus à l'Assemblée nationale, c'est aussi d'animer le débat public. Donc on est quand même orienté sur l'action. Donc le pouvoir exécutif, hein, c'est donc le gouvernement, donc c'est celui qui est en charge de la conduite au quotidien de l'État et du pays d'une manière plus générale. Donc le gouvernement, c'est celui qui dirige l'État. Cette organisation dont se dotent les nations pour leur bien, je dirais, et pour qu'elles vivent et se développent, eh bien, le chef de l'État est issu du gouvernement dans la République que nous proposons. Les membres du gouvernement également, contrairement à ce qu'on a dans la Ve République, sont exclusivement issus de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce doit être des élus. On remarque que dans les gouvernements actuels, bien souvent, ce sont des gens, ce qu'ils appellent issus de la société civile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, issus de la société civile? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas des représentants du peuple, qui ne sont pas des élus. Si on croit en la démocratie, comme c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, ce doit être des représentants du peuple qui doivent non seulement établir les lois à l'Assemblée nationale, mais également diriger le pays, y compris au quotidien. Prenons l'exemple des communes. Dans les communes, qui est-ce qui dirige au quotidien? C'est le maire. Le maire, avec le conseil municipal et ses conseillers, justement ses adjoints, justement pour qu'au quotidien, il gère et administre la commune et dirige l'État et soit responsable de tous les services communaux et de l'administration de la commune et des pouvoirs, y compris régaliens, y compris de police. Donc, il n'y a aucune raison qu'au niveau de la nation, il n'en soit pas de même. Il est tout à fait anormal qu'on aille chercher des Pierre, Paul ou Jacques pour être au gouvernement des personnes qui ne sont pas élues. Donc exclusivement des élus de la nation, donc des gens qui ont des comptes à rendre à ceux qui les ont mandatés. Ça, c'est très important. C'est un changement très important. Alors, l'idée, c'est... décidément, ça va pas bien, mais mon défilement ce soir. L'idée, c'est de diminuer également l'influence des technocrates. Donc de gens qui viennent... l'exemple typique du technocrate, c'est quelqu'un qui vient de Bercy, qui vient de l'ENA, Macron, hein, typiquement, c'est une personne du Sérail, comme ça. C'est des gens qui influencent et qui, en fait, font la politique de la France en dehors des espaces qui sont prévus pour ça, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres. Dans des petits comités entre technocrates où ils vont décider de ce qu'il faut être fait, ou pire, dans des organes complètement externes. Non. Si on croit en la démocratie, comme je le répète, c'est mon cas, ça doit être le gouvernement, de façon transparente, de façon aussi publique que possible, tout ne peut pas être public sans doute, mais aussi publique que possible, et aussi affichée et transparente que possible, soit faite, et donc que ce soit des élus, et que des élus qui participent à l'administration du gouvernement. C'est une anomalie que ce ne soit pas des élus. Donc, l'Assemblée nationale élit le Premier ministre à la majorité absolue, sachant que nous rentrons avec la 6e République dans un régime parlementaire, à une seule chambre décisive, on peut dire, à une seule chambre législative, dont est issu justement le gouvernement. Comment dire? On a vu avec l'Assemblée nationale la façon dont elle fonctionnait, qu'on avait des mécanismes, et nous y reviendrons dans de prochains épisodes, nous avons des mécanismes pour garantir qu'il y ait toujours une majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale. Ça, c'est très important, puisque c'est une des vertus de la Ve République, parce que si c'est pour retomber dans les problèmes de la 4e République, c'est pas la peine. Donc, on connaît l'instabilité de ces régimes, c'est ce qui se passe je cite fréquemment Israël ou
ou l'Italie, où effectivement on a des régimes parlementaires, mais à majorité instable, qui obligent à faire des coalitions un peu bancales, et donc qui mènent à des gouvernements peu stables, et qui ne peuvent pas mener de politique, parce que bon, si on élit un gouvernement, c'est bien pour qu'il mène une politique, sinon ça ne sert à rien. Donc, à partir de là, une Assemblée nationale avec un effet majoritaire garanti. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir un Premier ministre qui est élu à la majorité absolue par l'Assemblée nationale. Dès lors, comme en Angleterre en fait, où l'idée, justement, c'est comme en Angleterre, c'est le Premier ministre qui est le seul chef de l'exécutif. Hein. On voit bien que la reine d'Angleterre a un aspect plutôt, un rôle plutôt décoratif, hein, on va dire, et représentatif. C'est pas le cas, nous y reviendrons dans le président de la République pour la 6e République, il a un certain nombre de rôles, mais le rôle majeur de chef de l'État, de chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre, et c'est lui seul. Donc, c'est le Premier ministre et le seul chef du gouvernement. Donc on change complètement le fonctionnement actuel, mais c'est un fonctionnement qui existe dans d'autres pays et donc duquel on peut s'inspirer. Alors, autre aspect important, c'est non seulement diriger le pays au quotidien, le gouvernement, mais c'est aussi animer le débat public, et notamment auprès des chambres. C'est lui qui doit faire justement la navette et instruire les débats publics entre les chambres, mais aussi au niveau de la population. Hein. Donc c'est aussi un rôle important du gouvernement qu'il doit mener. Il dispose de toutes les prérogatives qui ne sont pas dévolues à une autre institution. Bon, c'est peut-être un peu une drôle de formule, mais enfin ça veut dire qu'il a beaucoup l'essentiel des prérogatives lui sont dévolues, mais il y en a un certain nombre qu'il n'a pas. Mais celles qu'ils ont, c'est celles de l'administration de la France, celles qui permettent d'administrer la France au quotidien. Donc par exemple, l'économie, les affaires étrangères. Il n'y a aucune raison que les affaires étrangères soient dédiées à un président de la République ou à un domaine réservé, comme on dit. Ça fait partie de la politique générale d'un pays. Donc tout comme l'économie, les affaires étrangères, l'intérieur, le travail, l'éducation, etc. Tout ce qui gouverne au quotidien la France doit être sous la responsabilité du gouvernement. Donc voilà en gros pourquoi on dit ça. Mais il y a d'autres prérogatives qui ne relèvent pas justement de ces intérêts au quotidien, mais au contraire qui relèvent d'intérêts de long terme et d'intérêts fondamentaux. Donc le gouvernement ne dispose pas de tous les pouvoirs, de toute l'autonomie dans un certain nombre de domaines, en commençant par l'armée, nous y reviendrons, par la justice, là par contre il ne dispose d'aucun pouvoir, au titre justement de la séparation des pouvoirs et de la réelle séparation des pouvoirs, mais non seulement la justice, mais également la communication, c'est-à-dire l'administration et l'encadrement des médias, ou la comptabilité publique, puisque la comptabilité publique, ce n'est pas de l'administration, ce n'est pas l'économie. Hein. Il faut bien faire la différence entre l'économie, le budget, qui relève de l'État, mais la comptabilité publique, il n'y a aucune raison que ça relève, alors de l'État, ça relève de l'État, mais que ça relève du gouvernement. Donc on a bien ici une séparation entre ce qui relève de l'administration quotidienne et qui est tout à fait légitime à être sous la coupe du gouvernement, et des domaines de long terme où l'engagement de l'armée très important, donc ça engage aussi sur le long terme si on engage l'armée évidemment, qui ne sont pas de responsabilité du tout ou de responsabilité exclusive du gouvernement. Ça c'est très important puisque c'est justement ce qui permet de séparer les pouvoirs. Alors sur ce cas précis de l'engagement des forces armées, en fait, sur proposition du Premier ministre, parce que le Premier ministre a quand même son mot à dire, le gouvernement a quand même son mot à dire dans l'engagement des forces armées, donc si, comme c'est eux qui gouvernent et qui ont les affaires étrangères en charge, le Premier ministre, le gouvernement donc, peut proposer l'engagement des forces armées françaises. Dès lors, il faut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'il obtienne l'obtention
par l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vote à la majorité absolue qui fasse que l'Assemblée nationale, les députés, nos représentants, disent « oui, nous validons que le gouvernement, sur proposition du Premier ministre, veut engager les forces armées, veut faire la guerre, hein, pour parler clairement, ou aller bombarder je ne sais qui, s'engage et disent bah oui, nous pensons qu'il faut intervenir militairement ou se défendre militairement à tel endroit ou attaquer, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà, en fonction des circonstances. Proposition du Premier ministre, approbation à la majorité absolue par l'Assemblée nationale et acceptation ou rejet donc, par le président de la République, qui, je le rappelle, dans la 6ème République, reste le chef ultime donc, des armées. C'est le seul rôle, je dirais, vraiment important, régalien, qui reste au président de la République. Donc il n'a pas un rôle comme la reine d'Angleterre, purement décoratif. Mais là, on voit qu'on a aussi un petit peu un verrou de sécurité. Une sécurité pour pas qu'un gouvernement puisse faire n'importe quoi. Le président de la République, et on verra comment il est élu, etc., il persiste à être élu à la majorité absolue dans un système assez proche de celui qui est actuellement en vigueur. Il garde un droit de veto, on pourrait dire, sur l'engagement des forces armées. À partir de là, il peut aussi soumettre un référendum ou autre. Hein. Ça peut être aussi une des modalités d'acceptation ou pas par le président de la République de l'engagement des forces armées. Donc voilà, on a aussi un filtre parce qu'on n'engage pas l'armée, on ne fait pas la guerre comme ça sur un claquement de doigts et sans se préoccuper des conséquences à long terme et de l'intérêt à long terme de la nation et de ses habitants. Puisque quand la France engage ses forces armées à l'étranger, par exemple, eh bien, après, eh ben, on peut avoir des représailles, etc. Hein. Il y en a qui disent que les attentats sont liés à ça, notamment. Bon, chacun peut se faire son idée, mais bon, c'est pas une idée qui est complètement fausse. Ça peut avoir des conséquences sur la population française, évidemment. Alors, il n'en dispose pas dans certains domaines, d'accord. Donc, on me remet la même diapositive. Alors, quelle est l'organisation de tout ça, en définitive? Là, on a posé un petit peu le décor. Quelle est l'organisation de tout ça? Comment est-ce que tout ça s'organise? À la base, il y a les citoyens français et ce qu'on appelle les forces constituées. On y reviendra un jour sur ce que c'est que ces forces constituées quand on regardera la Chambre des forces productives, quand on l'étudiera comme aujourd'hui on est en train de le faire pour le gouvernement et le circuit législatif. Donc quel est un petit rappel, une petite présentation de l'organisation générale de la 6ème République. Donc à la base, il y a les citoyens français. Ça c'est très important. Seuls les citoyens français sont aptes à intervenir dans la vie démocratique de leur pays. Et bien évidemment, comme nous l'avons déjà vu, l'Assemblée nationale est élue par les citoyens français, selon les modalités, par département, comme on a dit, et au plus fort reste national, pour garantir une représentation de tous les territoires et un effet majoritaire important qui permettent justement de pouvoir dégager des majorités de manière quasiment garantie dans tous les cas. À partir de là, l'Assemblée élit le Premier ministre, et le Premier ministre forme son gouvernement, donc il nomme des ministres parmi les membres de l'Assemblée nationale. Donc ça ne peut être que des membres de l'Assemblée nationale qui sont nommés ministres. Et le rôle du gouvernement, évidemment, au quotidien, et sur le long terme pour ce qui relève du législatif, hein, va diriger la France, puisque c'est le but d'un gouvernement, c'est bien de diriger le pays. Hein. Donc là, c'est un fonctionnement tout à fait normal, je dirais, tout à fait usuel, je dirais. Donc, sauf que là, c'est le Premier ministre qui nomme lui-même ses ministres, mais qu'il a obligation que ce soit des élus de l'Assemblée nationale. Après, on a d'autre part une autre instance, c'est le président de la République qui perdure dans la 6ème République actuelle. On y reviendra de la raison pour laquelle il y a ce président de la République,
qui est aussi élu par les citoyens français, et qui, lui, dirige les forces armées. Chez lui, il n'y a plus de ministre de la Défense. Celui qui dirige les forces armées, c'est le président de la République. C'est son pouvoir régalien. Et, évidemment, il y a aussi le Conseil des ministres, dans lequel, évidemment, le gouvernement participe et fixe l'ordre du jour, hein. Mais il est présidé par le président de la République. Et en fait, il doit émettre des avis et donner son opinion. Et c'est là, par exemple, que si on doit engager les forces armées, eh bien, ça doit être présenté en Conseil des ministres. Et il est bien évident que, comme il dirige les forces armées, l'engagement de ces forces armées ne peut être fait qu'avec son aval. Si on regarde maintenant le parcours législatif. Alors par contre, je vais peut-être m'enlever, parce que sinon, là, on ne va pas tout voir. Voilà, il manque des choses. Je pense que c'était pas gênant sur la diapositive précédente, mais là, ça va l'être. Donc là, on a en fait un certain nombre de chambres. Hein. Dans toute l'organisation, vous voyez la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Chambre constitutionnelle, ça sera l'objet du prochain épisode, et la Chambre des forces productives. Nous verrons quelle est sa vocation. Pour les gens qui sont pressés, hein, ils peuvent regarder sur Internet, toute l'organisation de la 6e République est déjà présentée. Il y a déjà une vidéo qui présente tout ça de façon peut-être plus rapide que là, et de façon exhaustive pour l'ensemble de ces institutions. Donc, le gouvernement ou des membres de l'Assemblée nationale peuvent proposer des lois qui sont présentées en Conseil des ministres. Bon, jusque-là, je dirais rien de bien nouveau, hein, puisque l'Assemblée nationale, chaque député a capacité de proposer une loi. Chaque député, hein, y a pas, je rappelle, à l'Assemblée nationale, la notion de groupe disparaît. Chaque député a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre député. Il n'y a plus de super députés qui peuvent se permettre, par la force de leur groupe, justement, d'imposer leur volonté. Le gouvernement présente les projets de loi en Conseil des ministres, lors duquel le président de la République émet un avis officiellement sur chacune de ces lois. À partir de là, il y a un vote qui est réalisé en première lecture par l'Assemblée nationale pour, disons, adopter en première lecture cette loi. Dès lors, et c'est l'animation justement du débat national, le gouvernement a charge de présenter tant à la Chambre constitutionnelle qu'à la Chambre des forces productives, eh bien, ce projet de loi. À partir de là, la Chambre constitutionnelle, et non plus le Conseil constitutionnel, une Chambre constitutionnelle, c'est composé d'élus de la nation, et de représentants de la nation, pas un Conseil constitutionnel ou un Conseil d'État ou tout autre conseil de technocrates qui ne sont pas élus. Donc on introduit vraiment de façon très importante de la démocratie dans les institutions, ou la Chambre des forces productives, qui sont aussi des élus, mais sous une autre forme, sous d'autres modalités, mais qui sont également des élus. Donc, la loi est présentée devant l'ensemble de ces chambres, et un avis est émis par ces chambres sur ces lois, sachant que la Chambre constitutionnelle va rendre un avis de constitutionnalité, évidemment, avec différents niveaux, qu'on pourra détailler, que je détaillerai dans la présentation de la Chambre constitutionnelle. On verra que c'est assez important la façon dont la Chambre constitutionnelle peut émettre des avis et comment elle peut ou pas dire cette loi est constitutionnelle ou ne l'est pas. On pourra remarquer ici aussi que la Chambre des forces productives est en capacité également de proposer des lois dans les domaines dans lesquels ils peuvent intervenir, puisque la Chambre des forces productives
un certain nombre de champs d'action qui lui sont réservés et qui ne sont pas du domaine général, comme l'Assemblée nationale. Mais nous verrons cela lorsque nous verrons la Chambre des forces productives. Mais on voit, on note, et c'est important de le noter, que cette Chambre peut aussi faire des propositions de loi, comme les députés de l'Assemblée nationale. Par contre, ce n'est pas prévu pour la Chambre constitutionnelle, qui est dans un rôle de contrôle, et qui n'est pas dans un rôle législatif actif. Hein. On n'est pas dans l'action, on est dans le contrôle. Alors que l'Assemblée nationale et les chambres des forces productives sont plus orientées vers l'action, justement. Voilà. Et une fois que la loi est adoptée en deuxième lecture, on va dire, à l'Assemblée nationale, eh bien, le gouvernement est en charge d'appliquer cette loi à la France. Voilà pour le parcours législatif. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est une émission assez courte. Hein, vous comprendrez parce que on travaille actuellement justement sur ce livre Émergence et sur tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. Donc, la semaine prochaine, donc, implication de la nouvelle spiritualité, donc le choix est à définir pour la semaine prochaine, mais les sujets possibles, c'est implication de la nouvelle spiritualité. Bon, ça a été présenté à la fin juillet, début août, hein, dans un numéro des Mercredis de l'Espoir. Je vous invite à vous y reporter. On verra comment est-ce que cette nouvelle spiritualité a des implications dans la vie politique et dans la vie plus générale, puisqu'on parle de refonder une civilisation, donc le sujet est important. Donc c'est un des sujets possibles pour la semaine prochaine, ou bien la Chambre constitutionnelle, justement. Donc l'épisode suivant, là, ça sera sans doute plus long, parce que c'est une chambre nouvelle. Là, on voit bien, en fait, qu'il y a des similitudes importantes avec le fonctionnement actuel. Bon, les fonctionnements des gouvernements, on ne va pas tout réinventer. Il y a beaucoup de choses qui existent dans la Ve République, ou dans d'autres républiques. À l'étranger, on voit bien que c'est fortement inspiré de ce fonctionnement-là. Donc je dirais que sur le gouvernement, le parcours législatif, bon, il y a quelques particularités, on le voit bien, hein, mais globalement, on reste dans des choses connues. La Chambre constitutionnelle, c'est un peu différent, puisque c'est une chambre qui n'existe pas, à ma connaissance. Je ne connais pas d'autres endroits où une telle chambre existe. Donc ça sera à présenter et à regarder plus dans le détail. Ou bien encore, pourquoi nous sommes à un tournant historique. Je pense que, on verra, ça dépend du temps que j'aurai, hein, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que, en fait, toute la démarche, en définitive, d'une perspective de la 6ème République, part du principe, justement, que nous sommes au bord de la barbarie, et que si nous n'agissons pas très rapidement, eh bien, nous allons sombrer dans cette barbarie. Donc, c'est pour ça qu'on est à un tournant historique, soit on va vers la barbarie, soit on essaye d'inventer un nouvel espoir civilisationnel, pour rebondir et pour ne pas tomber dans cette barbarie. Donc l'idée d'un PCCR, c'est de participer à ça et de construire ce nouvel espoir. Donc expliquer et vous montrer que nous sommes à un tournant historique, je dirais que c'est le point de départ de la démarche d'une perspective de la 6ème République. Donc la justifier, la montrer en détail, je pense que ça pourra être intéressant. Voilà. En attendant, reprenons espoir. Chronique des barbaries tous les vendredis, donc à 18h30. Vous verrez, cette chronique. Je pense qu'elle ne sera pas très drôle, hein, malheureusement, comme souvent, les chroniques des barbaries. Mais il faut en parler, parce que le silence et le boisseau mis sur ces aspects est trop important pour que nous n'en parlions pas. Reprenons l'initiative. Rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site. Vous allez être sollicité pour distribuer, pour propager, pour que le livre Émergence, que le manifeste Émergence soit partagé, et que, justement, qu'un nouvel élan
se mettent en œuvre, qu'on commence à démarrer ce nouvel élan à un niveau philosophique, à un niveau spirituel, à un niveau sentimental, à un niveau idéologique, nécessaire justement pour pouvoir réellement reprendre espoir, parce qu'on ne reprendra pas espoir en mettant un tyran au pouvoir ou en croyant que par génération spontanée, il va y avoir, issu du peuple, comme ça, quelque chose qui va, sans qu'il y ait des philosophes au préalable, qui aient réfléchi à la question, qu'on va sortir quelque chose de miraculeux. Non, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Ce qui arrivera, ça sera un tyran dans ces cas-là. Ou un coup d'État, ou un contre-coup d'État. Voilà ce que ça risque de donner. La seule chose qui permet de s'en sortir, vu la trajectoire dans laquelle nous allons et la situation historique dans laquelle nous sommes, qui est inédite au niveau de l'humanité, c'est un nouvel espoir civilisationnel. Il n'y en a pas d'autre. Avec tout le développement, évidemment, de la mise en pratique, et c'est pour ça que ça s'appelle aussi une perspective, la 6e République, un président pour la 6e République, parce que la déclinaison concrète, politique concrète, elle commence aussi maintenant. Ce n'est pas juste une réflexion philosophique. L'idée, c'est de dérouler toute la perspective, justement, pour que ça soit une perspective crédible. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine, et déjà à vendredi prochain pour les Chroniques des Barbaries. Bonne soirée, au revoir.